Bienvenue dans ce nouvel épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Je suis François Milly, un passionné de stratégie d'entreprise, de neurosciences et de biomimétisme. Après près de 2 décennies à explorer les intersections entre la nature, la science et le management, j'ai fondé Carbone Conseil pour aider les organisations à naviguer dans la complexité croissante de notre monde en s'inspirant des solutions infinies que la nature a à nous offrir. Mon parcours est marqué par une quête incessante de l'innovation et de l'amélioration continue, que j'aborde avec une profonde empathie et un enthousiasme débordant. À travers ce podcast, je souhaite partager cette passion avec vous en explorant comment les principes naturels peuvent transformer notre manière de travailler, de vivre et d'aborder les défis futurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un échange authentique et inspirant avec notre invité. Ensemble, nous allons explorer des idées nouvelles, des visions pour l'avenir et bien sûr, les leçons inestimables que la nature a à nous offrir. Restez à l'écoute pour découvrir comment la fluidité, l'harmonie et l'adaptabilité des écosystèmes peuvent éclairer notre propre chemin dans ce monde en perpétuel changement. Alors, bonjour et bienvenue dans Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Un nouvel épisode avec une nouvelle invitée, et pas des moindres. Aujourd'hui, on va aller en Suisse. On va explorer ensemble les idées et inspirations de Michaela M. Je suis très très content de pouvoir échanger avec toi, Michaela, autour du sujet du biomimétisme et la bio-inspiration. Comment vas-tu? Je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi et avec les gens qui nous écoutent. C'est cool. Michaela, ce que je te propose, on a un format d'interview en général qui suit un peu le parcours d'un chef d'entreprise dans son aventure d'entrepreneuriat. Souvent sur des entreprises que je dis plutôt classiques dans notre jargon, qui va créer une activité, la développer et va chercher des inspirations, soit dans la nature ou dans d'autres modèles, dans le sport, pour pouvoir travailler sur soit sa personnalité, soit l'organisation. Et il y a une autre catégorie de professionnels qui, eux, vont beaucoup plus loin que juste l'inspiration, c'est qu'ils pratiquent la bio-inspiration, la bio-infusion, le biomimétisme dans leur activité, et il se trouve que c'est ton cas. Donc du coup, j'aimerais qu'on prenne ce moment d'échange, Michaela, pour que tu puisses nous donner un peu les clés de ce qui a fait que tu es arrivé aujourd'hui à en faire ton métier, ce qui t'anime au quotidien, tes motivations, et nous expliquer un peu ton système, ton environnement, pour que ça peut-être puisse inspirer aussi d'autres personnes qui se disent pourquoi pas moi au final. Alors, on est dans un cadre d'échange, comme on se l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui sera posé, c'est plus un échange. Donc peut-être démarrer par la première question qui me semble la plus légitime. Qui es-tu et que peux-tu nous dire sur Michaela et son environnement métier? Alors, comme tout le monde, je contiens des multitudes. J'ai toujours été extrêmement proche de la nature depuis mon enfance, de par mon éducation. En Suisse, il y a une tradition de proximité avec la nature. Les parents emmènent leurs enfants dans la nature pour faire des pique-niques, pour faire des grillades. C'est l'occasion de découvrir les petites choses, les fourmis. Parfois, ça nous fait plaisir, parfois un peu moins quand on est petit. Tous les enfants sont fascinés par les traces que l'on trouve, par des structures que l'on voit, par des feuilles mortes. On les collectionne. Je crois que tous les enfants ont collectionné des cailloux parce qu'ils brillent, parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils sont différents de l'environnement autour de soi. Donc, j'ai toujours eu cette connexion très, très proche des petites choses de la nature. Au fur et à mesure de mon parcours, en fait, j'ai approfondi mon amour de la nature en essayant toujours d'en apprendre plus sur elle, que ce soit au travers de la biologie, de mon cours que j'ai suivi pour devenir guide de safari. À force de voir les animaux de la savane, on veut en savoir plus, on veut savoir comment tout est connecté.
pourquoi certaines espèces existent dans certains endroits. On s'approche des niches écologiques, des systèmes, de comment tout fonctionne et notre place en tant qu'humain au sein de la nature et non pas traditionnellement comme gardien de la nature ou comme adversaire de la nature. Tout un aspect aussi de ce qu'est la civilisation par rapport à la sauvagerie, on va dire, la sauvagerie entre guillemets, évidemment, et notre lien qui est profond. Nous sommes naturels nous-mêmes et notre position par rapport à ça. Pendant le Covid, j'étais un peu coincée chez moi. Le business était un petit peu plus mou. Je me suis dit que j'allais essayer de trouver online un cours pour approfondir mes connaissances de l'environnement de la savane africaine. Et j'ai trouvé par hasard un cours sur le biomimétisme. Je n'en avais jamais entendu parler, alors que c'est une pratique absolument millénaire. Ouais. Peut-être que tu veux que je définisse vite le biomimétisme. Oui, ça peut être intéressant on puisse. C'est vrai qu'on n'aborde jamais les définitions sur le biomimétisme dans les interviews, on est plus sur de la bio-inspiration, mais ce serait peut-être bien que tu peux poser un cadre de définition. Alors en gros, le biomimétisme. Ton cadre à toi, parce que c'est vrai que des fois, beaucoup de gens peuvent aussi apporter leur définition. Donc, ta définition du biomimétisme. Voilà, alors ma définition relativement globale, c'est de dire que le biomimétisme, c'est la discipline de s'inspirer de la nature pour résoudre des problèmes que nous avons, nous, humains, et d'apprendre de la nature au lieu d'apprendre sur la nature. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas la biologie, on s'inspire des formes, des processus et des systèmes naturels. On abstrait les fonctions qu'on trouve dans la nature pour les appliquer à des fonctions similaires dans le domaine humain, que ce soit forme et fonction dans l'ingénierie, dans la construction, dans le développement des villes, mais aussi, et pour moi c'est ça qui est le plus intéressant, comme je suis une spécialiste de communication, comment les processus et les systèmes dans la nature de communication, de création de réseaux, de création de communautés peuvent nous inspirer pour nos équipes, pour nos entreprises, pour nos communautés, pour nos relations les uns aux autres et avec la nature. Donc là, on est plus sur le champ de l'organisation et de la relation. Absolument, plutôt au niveau systémique qu'au niveau de la forme. Quoique des fois, on arrive à joindre les deux quand on a un bon framework qui est beau et qui ressemble à la nature. Il permet aussi d'en parler à des gens qui ne sont pas très sensibilisés encore. Alors, c'est vrai que on s'est rencontrés dans un cadre, on va dire, de réseau, puis après on a pu échanger sur le Biomime Expo qui a eu lieu au mois de mai sur Paris. Et en fait, ce qui est génial, je sais pas, tu me diras comment tu as vécu la situation, c'est qu'en fait, moi je vis sur la Réunion, toi tu es en Suisse, on a des parcours différents et en fait, on s'est très vite entendu autour d'un intérêt commun qui était le biomimétisme dans son aspect on va dire, global. Et ce qui nous a permis, nous permet d'échanger souvent en fait sur des sujets, toi dans un ordre de communication, moi d'un point de vue stratégie entreprise. Et en fait, c'est un bel outil pour moi, c'est un bel outil aussi pour pouvoir raconter des histoires. Parce que forcément, la nature nous en renvoie en tout cas pas mal de choses, et peut-être c'est de l'ordre de l'enfance, l'émerveillement que je ne sais pas si tu te voyais dans la vidéo, le retour vidéo, en fait, quand tu parlais de ton enfance dans la nature, tu avais les yeux qui brillaient, et ça, c'est quelque chose que je retrouve, c'est un trait que je retrouve dans toutes les personnes qui s'autorisent à parler du biomimétisme et qui veulent le pratiquer. Du coup, d'un point de vue communication, je pense que c'est quelque chose, toi, qui doit te parler, l'émerveillement. Alors, il y a à la fois l'émerveillement devant la beauté, la complexité et la manière dont la nature résout des problèmes, comment elle aborde dans un déséquilibre continuel, mais qui tend vers l'équilibre et qui repart dans le déséquilibre. C'est quelque chose de tout à fait absolument fascinant. Et en même temps, ça nous permet de créer des narratifs et des ponts. La nature est un magnifique canevas sur lequel on peut projeter énormément de choses, mais aussi duquel on peut apprendre et on peut montrer
visuellement des choses qui se passent et qui peut-être inspirent des gens à penser un petit peu différemment, plus dans l'équilibre, plus dans l'échange et moins dans l'extraction. Pour rester un peu dans la projection de ce que biomimétisme, est-ce que, on peut en donner plein, mais est-ce que toi, tu aurais un ou deux exemples qui te marquent, en fait, si tu avais à représenter le biomimétisme aujourd'hui en image ou en éco-design, ce serait quoi, toi, les modèles qui t'ont le plus marqué Alors, il y a des modèles, oui, mais il y a surtout des expériences vécues par les gens. Notamment, je travaille avec une ONG en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui essaye de faire connaître les avantages et le respect de la nature et la manière dont les communautés devraient mieux s'imbriquer et mieux se parler. Et ça m'a permis de préparer un atelier avec les personnes qui sont sur place, donc des personnes qui sont souvent illettrées, en parlant de la nature qui les entoure et d'expliciter des liens qui sont au sein de l'écosystème, prédation, proie, symbiose, mutualisme, et de leur faire comprendre que le projet que leur apporte cette ONG, qui est une électrification d'un village, en quoi cela peut renforcer les communautés de la même manière que l'écosystème se renforce en utilisant les ressources de manière raisonnée et partagée. Donc, tu crées du lien là où des choses qui peuvent être très techniques et des fois un peu compliquées à faire passer comme message Absolument. le sont totalement naturel avec l'approche de la nature. Voilà, Ouais. en montrant ce que les gens voient déjà et D'accord, en expliquant que ce qu'ils voient peut être appliqué entre personnes. c'est super intéressant. Ouais, c'est très Euh, amusant. ouais, j'imagine, on s'attend pas. À mon avis, il y a toujours de l'incertitude, de l'incertain dans ce type d'expérience, mais c'est ça aussi, je pense, qui en fait sa beauté. La richesse, ouais. Donc, Covid vient bousculer un peu ton schéma de vie. Et du coup, à partir du Covid, qu'est-ce qui se passe après? Alors, très, très vite, je me suis mise à fond dans le biomimétisme. Je me suis inscrite à tout plein de cours. Il existe d'ailleurs des excellents cours online, pas très onéreux, qui permettent de comprendre la démarche. J'ai suivi un parcours de mentorat avec une des grandes figures du biomimétisme, malheureusement disparue aujourd'hui en Afrique du Sud, ce qui m'a permis d'écrire mon livre sur le biomimétisme appliqué à la communication humaine et comment nous pouvons créer des nouveaux liens de communication en s'inspirant de la nature et de l'équilibre auquel on tend entre communautés et au sein des communautés, entre personnes et peut-être même avec nous-mêmes. Que je recommande. J'ai eu l'occasion de le lire et il fait partie de mes livres de chevet. J'aime bien, moi, avoir des thématiques et dès qu'il y a une partie communication, ton bouquin fait partie des lectures que j'utilise pour des fois me permettre de mieux faire des choix, pour rester en lien avec Je suis la flattée, thématique. dit le flatteur. Non, non, mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Et alors, moi, j'ai du coup une petite curiosité. Pourquoi le besoin d'écrire un livre, en fait? Ça te permettait de traduire la transmission de l'apprentissage que tu as eu et vraiment Alors te l'approprier? ça, c'est clairement le premier aspect, c'est de poser sur papier une fois tout ce qui se bouscule dans nos têtes, de mettre un petit peu de clarté dans tout ça et également de pouvoir l'expliquer aux gens qui sont peut-être pas encore tout à fait prêts, qui sont intéressés, mais qui n'ont pas de ressources de base ou de points d'ancrage pour comprendre ou élaborer leurs pensées à eux également. Mais aussi, et c'est là où j'étais moi-même surprise, c'est que tout à coup, quand j'ai réalisé que c'est très simple, les humains devraient communiquer comme des cellules Mmh. à l'intérieur d'un corps, parce que nous sommes tous partis d'un corps plus grand que le nôtre, euh, ça m'a obligée à repenser toutes les stratégies et tous les processus que j'utilise dans la communication, dans les workshops que j'anime, dans les solutions que je propose aux entreprises, aux organisations, aux communautés, et de m'inspirer du biomimétisme, de la nature, des relations dans la nature et de la communication pour en faire des outils actionnables au quotidien dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une équipe, entre les équipes,
et notamment dans les secteurs d'innovation, de trouver la manière dont la nature innove, dont la nature résout des conflits, dont la nature résout des problèmes de communication et d'alignement, notamment en termes de narratif. C'est ça que je trouve génial pour les gens, toutes les personnes avec qui j'échange, qui ont fait le pas de s'inspirer de la nature déjà dans un premier temps pour eux, et puis après l'amener en tout cas dans une réflexion un peu plus orientée business, c'est qu'ils se sont appropriés et du coup l'ont traduit par rapport aussi à à ce qu'ils en voulaient en fait par rapport à leur domaine d'activité. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans la partie commerciale, qui a réussi à orienter, alors ce qui est compliqué en plus, comment on peut s'inspirer du vivant en faisant du commerce. Toi, tu le fais avec la communication, donc c'est ça qui est génial, je trouve, dans les gens que je peux rencontrer, moi, dans mon environnement de biomimétisme, c'est les gens qui se l'approprient d'abord. Et ça, c'est important pour les auditeurs qui se posent la question comment on pratique le biomimétisme. Bah, déjà, c'est s'intéresser à qu'est-ce que le biomimétisme, je pense. Je ne sais pas si est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner aux gens qui se disent, là, Michael me donne envie de me plonger dans une nouvelle vie professionnelle. La première étape, ce serait quoi? Ce serait, est-ce qu'on se forme, ou est-ce qu'on lit, est-ce qu'on va en nature? Enfin, toi, si tu avais à conseiller quelqu'un qui débarque et qui dit, bah, on fait comment là? Alors, moi, je pense qu'on peut partir du challenge ou du problème qu'on a devant soi et se dire, voilà, j'ai ce challenge, par exemple, j'ai deux équipes dans mon entreprise qui se marchent sur les pieds, qui n'ont pas de rôle clairement défini. Que se passe-t-il? Essayer de trouver quel est le nœud du problème, Mm. quelle est la fonction qu'on aimerait émuler de la nature, en se disant, par exemple, voilà, ces deux équipes se marchent dessus. La fonction, ce serait de délimiter les territoires, par exemple, de dire, voilà, il y a des domaines pour lesquels cette équipe est mieux à même, il y a des domaines pour lesquels l'autre équipe est mieux à même. Peut-être que parfois, il faut qu'elles collaborent, qu'elles se pollinisent l'une l'autre. Et comment, qu'est-ce que je peux poser comme question à la nature en disant comment, par exemple, moi qui travaille beaucoup avec l'écosystème alpin comme exemple, mais c'est applicable pour tous les écosystèmes, je me dis, ah, ok, comment l'écosystème alpin a résolu le problème de l'allocation des ressources pour deux types d'organismes ou deux groupes d'espèces pour qu'elles ne se marchent pas dessus. Alors, par exemple, on peut imaginer une répartition géographique, deux niches écologiques. Il y a des plantes qui vivent en haute altitude et des plantes qui vivent en basse altitude. Les ressources coulent de la haute altitude vers le bas par gravité, par l'eau, et on se partage les ressources ainsi. Et une autre possibilité, c'est, si on ne le fait pas géographiquement, c'est dans le temps. De se dire qu'il y a des espaces qui sont utilisés à des moments différents par différentes espèces. Le grand classique dans la savane, c'est le point d'eau. Hein. Ouais. Les points d'eau sont utilisés à différents moments par différentes espèces pour pas qu'elles se marchent dessus. Il y a des animaux nocturnes, il y a des animaux diurnes. Les plantes sont plus ou moins près du point d'eau et ça se passe en séquence plutôt qu'en même temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver pour que les équipes utilisent les mêmes ressources à différents moments ou qu'elles se délimitent. Qu'est-ce qui est à l'une à un moment ou à l'autre à un autre moment et comment est-ce qu'elles peuvent se passer les ressources entre elles sans devoir les utiliser deux fois en fait. Une forme de coopération, quoi. En fait, Une coopération et une division du travail peut-être ou du temps ou de l'espace qui peut être momentanée ou qui peut être permanente. Ouais. d'accord. Du coup, on continue un tout petit peu ton histoire. Le livre, une fois que le livre est publié, il sort, toi, tu sais quoi les étapes après pour toi? Parce que à force d'échanger avec toi, je vois que tu es quelqu'un qui est dans l'engagement, donc je me permets de poser la question parce que c'est vrai que je suppose que tu as dû entreprendre pas mal de choses. Du coup, après le livre, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu décides de passer à quelle étape? Alors, tout premièrement, j'ai aligné tous mes principes de travail dans ma première entreprise, qui est cette entreprise de communication qui s'appelle Éclosion. Donc, aligner tous les processus internes et tous les conseils que je donne à mes clients sur les pratiques bio-infusées, bio-inspirées,
parfois très proche du biomimétisme, parfois un petit peu plus loin. Et ensuite, par la force des choses, après quelques années, je me rends compte qu'il y a des opportunités de travailler au niveau biorégional, en se disant que les environnements qui ont les mêmes problèmes ou les mêmes caractéristiques peuvent avoir des solutions similaires ou identiques, et qu'il faudrait peut-être justement de nouveau cross-polliniser entre les personnes, les communautés, les zones qui sont dans des problématiques similaires, et voir si des solutions existent et qui seraient transposables d'un écosystème à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Ça a ses limites, mais il y a beaucoup de choses en commun, et on se rend compte qu'il y a plus de communalité que de différence. Et évidemment, le contexte est toujours clé et il faut adapter les solutions, mais les solutions basiques ou fondamentales sont absolument transposables de l'un à l'autre, et on peut tous apprendre les uns des autres. De ton expérience, je sais que tu interviens beaucoup à l'international. Est-ce qu'il y a des freins qui reviennent à chaque fois à partir du moment où tu introduis de l'innovation et du changement, malgré tout, dans ton approche? Les systèmes ou les écosystèmes sur lesquels tu interviens, c'est quoi les principaux freins qui bloquent la première étape, en fait, au changement? Est-ce qu'il y a une forme de barrière que tu rencontres tout le temps, et tu dis, bon, maintenant, à partir de maintenant, je sais que c'est une forme d'archétype qui se met en place, et je sais que je vais de toute façon passer par cette étape-là à chaque fois? Alors très souvent, et pour moi, la barrière fondamentale, c'est les gens n'y croient pas. Ils pensent qu'on est figé dans quelque chose qui est existant et que des nouvelles approches sont compliquées ou difficiles ou ne seront pas comprises ou osées ou impossibles. Mais c'est comme toute innovation, la première fois qu'on entend quelque chose, c'est ridicule. La deuxième fois, on essaie de la démolir parce que notre système de croyance est plus confortable. Et après, finalement, on applique au fur et à mesure, et on se rend compte que c'est tout à fait plausible, et voire plus bénéfique et plus économe en temps, en ressources, en, en énergie, qu'elle soit de la pensée ou bêtement énergie comme l'électricité, comme les fossil fuels, etc. Donc, au début, on pense que c'est impossible. Donc, j'ai une grande partie de mon travail qui est de gagner les gens à l'idée de faire différemment. Et une fois qu'on a passé ce cap, les gens sont tout à fait enthousiastes et voient énormément de bénéfices à faire les choses un petit peu différemment. C'est pas toujours facile d'être pionnier. Ça oblige à éduquer beaucoup de personnes et à répéter les mêmes choses très souvent. Mais c'est extrêmement gratifiant quand les gens ouvrent les yeux, et c'est un petit peu comme si les écailles leur tombaient des yeux et ils se disent mais bon sang, nos grands-parents appliquaient aussi les solutions de la nature. Il y a beaucoup de cultures où les solutions de la nature continuent à s'appliquer, notamment dans les sociétés premières. On s'est divorcé de la nature au moment d'industrialisation, mais quelque part, fondamentalement, nous sommes toujours connectés, et il suffit d'enlever ce vernis du progrès technique pour revenir à des choses plus simples et qui sont beaucoup plus en phase avec les cycles naturels, avec la manière dont la nature fonctionne. Je te rejoins 100%, et je reste persuadé que c'est pas parce qu'on revient sur des vieux principes ou des vieux concepts qui ont fait leur temps et qui sont robustes, qu'on perd en confort. Et je sais pas si toi tu ressens ça, mais j'ai l'impression que le fait qu'on explique une démarche qui s'inspire du vent, automatiquement on nous met dans une catégorie où on va être dans de la décroissance, où on va être dans des systèmes où on va perdre un certain confort, alors que moi, pour le pratiquer, tu me diras toi comment tu le ressens, mais au final, comme je suis plus aligné, plus en phase, la notion de confort, elle n'intervient pas. C'est juste en fait un certain flow qui se met en place, et au final, je suis prêt à faire des efforts plus que d'habitude, mais parce que du coup, ça fait partie aussi d'une démarche qui est inspirée, qui me donne envie de faire les choses tout simplement. Je sais pas toi comment tu le ressens, ça. Je pense que
la perte de confort, elle est tout à fait relative. Ça dépend ce qu'on entend par confort. Je pense qu'il faut passer du plus au mieux. La qualité de ce qu'on a est plus importante que la quantité. À partir du moment où on peut se focaliser sur l'essentiel ou ce qui est le plus profitable à tous, on n'a pas besoin de choses annexes qui sont en fait superflues et qu'on croit dont on a besoin. Tu me parlais tout à l'heure de la mise en place de ta solution de podcast qui est très low-tech en fait, et alors qu'on pourrait s'acheter un studio, mettre de la climatisation, acheter des micros extrêmement performants qui peut-être marchent que 2 fois parce qu'il n'y a pas, ou c'est pas le standard qu'il faut. Des solutions simples, la réutilisation de choses qui existent déjà permet effectivement d'être économe quelque part et en même temps de cibler les ressources vers là où on en a le plus besoin plutôt que dans le superflu. Ça, c'est un aspect. Exactement. Je te remercie pour parler de mon podcast de Low-Tech, parce que si ça peut inspirer des gens, j'ai investi 11 € dans le podcast. Voilà, et on est capable juste... de le faire entre la Réunion et la Suisse Tout à fait. dans un confort tout à fait acceptable, on va dire. On est chacun bien installé et ça se passe très bien. Exact. Continue un peu ton parcours, ton odyssée, on va dire biomimétique. Donc, là, alors que je comprends bien, donc le Covid, le livre, c'est sur, en termes de timing, c'est combien de temps? C'est 6 mois, 1 an? 6 mois, c'est très oui. rapide. Ouais, d'accord. 6 mois, 1 an pour avoir transformé tous les processus de marketing, communication, branding en processus bio-infusé. Et depuis, ben voilà, j'ai pas terminé tout à l'heure, mais c'est comme d'habitude, hein, quand on discute, on se perd un peu. La logique est venue qu'il faut faire quelque chose au niveau bio-régional. Et c'est là où j'ai créé une autre entreprise avec une associée qui est aussi dans les Alpes, par les Alpes, pour les Alpes, inspirée par la nature des Alpes et l'écosystème alpin, pour donner des solutions durables et si possible régénératrices dans l'arc alpin en s'inspirant de la nature. Donc ça, c'est un relativement nouveau projet. Ça fait 1 année qu'on est sur cette marche un petit peu forcée parce que finalement, on a eu des clients avant d'avoir des produits. D'accord. ce qui est assez agréable. Hein. Tant mieux. Et là, on est en train de créer toute une série de workshops. Il y en a certains qui sont déjà existants sur toute une série de thématiques, notamment la résolution de conflits, l'innovation, qu'est-ce qu'on a d'autre, la résilience au sein des équipes, maîtriser la peur du changement. Des vrais sujets d'actualité. Des vrais sujets que je pense sont importants pour aujourd'hui et pour demain. Et ça permet aussi de développer encore des outils supplémentaires dont tout le monde peut avoir besoin et qui sont à la portée de tous, en somme toute. Donc ça c'est un des derniers projets en cours. D'accord. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Là, tu es dans une phase où tu amènes des outils pour pouvoir, on va dire, sensibiliser, au final, transmettre une méthode ou une approche et qu'elle puisse être répétée, réutilisée à bon escient pour pouvoir changer soit une organisation, une relation, ou une interaction, ou même un process. Oui, ou même la création d'un nouveau produit, influer sur tous les processus qui sont à la base d'une entreprise, d'une communauté, d'une organisation, pour optimiser en fait l'utilisation des ressources et s'assurer qu'on est en adéquation avec les principes de la vie et qu'on n'ait pas d'externalités mortifères pour notre environnement, pour nous-mêmes et pour les gens autour de nous. Les Suisses se positionnent comment par rapport au biomimétisme? Enfin, si on revient sur la région de l'État suisse, aujourd'hui, on a déjà échangé sur ce sujet-là par rapport à la France, mais du coup, vu que tu es en Suisse, c'est intéressant de comprendre aussi ce qui se passe en dehors de la France, parce qu'il n'y a pas que la France dans le monde, heureusement, il y a plein de choses qui se passent à l'international. Comment la Suisse, l'État suisse, enfin, comment la Suisse se positionne par rapport à ces aspects innovants? Alors, la Suisse est une grande terre d'innovation. Hein. Nous n'avons pas de ressources naturelles, vraiment, à part de l'eau. Et on en a de plus en plus, malheureusement, parce que les glaciers fondent. En Suisse, on m'a toujours dit, quand j'étais enfant, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Donc, la Suisse est une terre d'innovation et d'amélioration continue des processus et de trouver des niches pour des produits, des solutions à haute valeur ajoutée. Ce qui s'aligne très très bien en fait avec le biomimétisme, l'aspect de niche, l'aspect de tout le temps être à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de se secouer un petit peu, hein, et de trouver des solutions qui sont porteuses de futur. Donc, dans la philosophie, je pense que l'écosystème suisse, qui est assez souple aussi, hein, qui est très peu rigide par rapport à d'autres États, permet vraiment d'intégrer aussi des solutions positives pour la nature et inspirées de la nature, alors qu'il n'y a pas vraiment d'incentive véritable d'aller chercher ça. Mais ça se porte très très bien et quand les gens comprennent que c'est pas en antithèse avec le progrès, loin de là d'ailleurs, les gens adhèrent très volontiers à une approche nouvelle ou très ancienne en fait, parce que ça se rejoint, de la manière de s'inspirer de son environnement pour créer le produit qui est le plus adapté à son contexte, absolument. C'est bien, il faudra qu'on s'en inspire de temps en temps aussi. Alors, donc là aujourd'hui, donc ça fait 1 an que tu as créé donc c'est une association, c'est ça? Alors j'ai cru comprendre que c'était un think tank, c'est ça? Alors oui, on l'a nommé think tank parce qu'on y réfléchit beaucoup. On invite aussi beaucoup de personnes à se joindre à nous en tant que répondant local ailleurs, parce qu'on est centré sur la biorégion alpine. Hein. La biorégion alpine couvre 6 pays. Et peut-être que tes auditeurs seront surpris que Monaco fait partie de l'arc alpin. Écoute. Quand la montagne rejoint la mer. Quand la montagne rejoint la mer. Donc ça part de Monaco jusqu'en Slovénie. Il y a énormément de choses positives et intéressantes dans cet écosystème, mais nous cherchons aussi toujours des partenaires dans d'autres écosystèmes qui auraient une approche similaire pour qu'on puisse échanger aussi en termes comme une sorte de living lab autour des solutions inspirées par la région pour leur propre région dans le sens biologique du terme. Et donc, on est toujours en lien avec ça. Donc, on l'a mis sous le nom de Think Tank parce que on crée aussi du contenu pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer, que ce soit dans l'arc alpin ou pas. Et un petit bébé qui est sorti de ce think tank, c'est que pour symboliser l'arc alpin, notre logo est une salamandre alpine qui n'existe que chez nous, qui est endémique. Et en faisant des recherches au sujet de cette salamandre alpine, je me suis rendu compte, avec mes associés et des partenaires, qu'il y a assez peu de recherches sur cette salamandre, parce que déjà, elle ne sort que quand il fait 85% d'humidité. D'accord. Donc, elle est assez cryptique. Par contre, quand on en voit tout plein. Hein. C'est magnifique. Elles sont toutes petites, elles font 15 cm. On dirait des petits dragons. S'il y a des gens qui ont vu le film d'animation Dragon, ben, c'est Croque-Mou, mais en petit. D'accord. Elles sont éminemment sympathiques et très rigolotes à regarder. Elles sont également une très très bonne jauge de l'état de l'écosystème. Là où il y en a, à la fois l'eau et la terre ne sont pas polluées, sinon elles n'existeraient plus. Et on a créé, donc, sous Alpine Genius Think Tank, donc le Think Tank, une association sans but lucratif pour mettre ces salamandres en lumière et au travers de cette salamandre, de pouvoir reconnecter les gens aussi à leur écosystème. Donc demain, malgré qu'il neige, nous allons nettoyer le tour du lac de Derborance, qui est juste tout près de chez moi, pour donner aux salamandres un environnement un petit peu plus propre pour se reproduire. Super. Et on va voir, peut-être qu'on les verra sous la neige, vu qu'il fait très très humide et très très froid. Ce serait intéressant un jour. À La Réunion aussi, on a quelques espèces comme ça qui sont emblématiques aussi. À la fois, mais très peu connues. Et en parallèle à ça, on a fait un appel à tous les biologistes. D'ailleurs, je réitère cet appel. Si vous avez des documents, des photos, des images de salamandres alpines, des articles,
envoyez-les nous. On a mis tout ça sur notre site internet, un maximum de ressources sur ces animaux incroyables. Je mettrai en description tous les Très tous les liens volontiers, de tes les sites liens, oui. internet, des ressources que tu abordes dans notre échange, avec grand plaisir. Effectivement, moi, ce qui est intéressant dans notre échange qu'on a depuis un petit moment, c'est qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que moi, je vis sur un petit caillou. Toi, tu vis aussi dans un Sur un territoire caillou. qui est, on va dire, qui est beaucoup plus connecté avec quelque chose de plus vaste. Malgré tout, on a des écosystèmes équivalents, notamment par rapport, on va dire, à la montagne, des choses comme ça. Et c'est une question qu'on s'était posée à un moment donné. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet-là pour prouver que la distance n'est pas un frein, ou on va dire des études ou des exercices ou des travaux pratiques qui sont effectués sur un environnement équivalent pourraient servir de base de référence pour d'autres territoires qui sont dans une démarche aussi un peu de recherche et développement d'une certaine façon. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est assez fort parce que du coup, on est plus dans un aspect de coopération. C'est-à-dire que nous, on me rend compte que certains font le boulot pour d'autres et c'est pas grave, on partage parce qu'en fait, on veut faire avancer les mentalités. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un écosystème qui est quand même assez agréable dans la pratique. Quand on a pratiqué du privé et qu'on a pratiqué des grands groupes, c'est vrai que ça me change un tout petit peu des fois de négociations un peu tendues pour obtenir une information, alors que là, c'est là. Servez-vous, par contre, faites-le vivre et débrouillez-vous pour que tout le monde le sache. C'est là, du coup, tu nous as délivré un peu le dernier bébé. Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a plein de projets qui foisonnent dans ta tête. Est-ce c'est quoi, là, dans l'idéal, là, ce que tu aimerais arriver à faire ou à mettre en place là, dans les 6 mois ou l'année qui viennent pour voir, en fait, juste pour montrer en fait, aux gens qu'il y a une vraie réflexion aussi de projection, de développement et aussi de motivation à y aller, quoi. Alors, des projets, c'est pas ça qui manque. Je t'en donne peut-être quelques-uns. Donc, le 26 novembre, on aura notre première session online d'un des ateliers qu'on a créé avec Alpine Genius, qui est solution à des problèmes challenge par la nature. Il s'agira de 90 minutes online. Tout le monde est invité à venir avec son propre challenge. On va essayer d'appliquer la bio-infusion et des méthodes biomimétiques pour donner des premières pistes et pour montrer que c'est pour tout le monde et applicable à toutes sortes de problèmes que les gens pourraient avoir. Donc ça, c'est le 26 novembre. Sinon, nous terminons notre série, on est en train de mettre la dernière main à une série de workshops qui sont disponibles à la fin de cette année. Donc, on a encore leadership, on a encore communication, on a encore gestion d'équipe et de projets inspirés par la nature. Donc ça, ce sont les 3 qui viennent encore pour la fin de l'année. Ils seront fin prêts pour 2025. Et on cherche évidemment des personnes qui seraient à même de nous trouver des endroits où on pourrait prototyper les premières versions. Idéalement dans un environnement multidisciplinaire ou multiculturel pour vraiment prouver que ça marche. Et sinon, j'ai toujours encore un deuxième livre sur le feu qui serait la gouvernance inspirée par la nature. Je me suis un petit peu heurtée à un véritable problème. Un véritable problème, c'est que dans la nature, il n'y a pas d'éthique et la gouvernance est fortement imprégnée d'éthique. Et donc, il faut que je trouve la quadrature du cercle pour soit délimiter le territoire de mon livre, soit pour trouver un angle qui soit peut-être un petit peu plus métaphorique et moins directement biomimétique. Mais c'est toujours sur mon feu. C'est un vrai challenge que tu tentes là quand même, parce que c'est un vrai sujet, la gouvernance. Et effectivement, je te rejoins sur des fois le fait qu'on soit obligé un peu de recadrer. Parce que les sujets, en fait, les sujets comme la gouvernance ou les notions comme la stratégie, la communication restent des systèmes à part entière. Et comme tout système, il y a de la complexité à chaque fois. Et ça, je peux en parler. Moi, je mélange 3 en même temps, donc je me rends compte au quotidien nous, on arrive à avancer parce qu'on a une méthode et qu'on sait ce qu'on va obtenir.
mais pour les gens avec qui on échange, souvent, ils ont du mal à se projeter, parce que du coup, il y a beaucoup de complexité dans cette première phase de recherche. Mais non, mais c'est un très beau projet. Si je peux amener ma lumière sur la gouvernance, c'est un grand plaisir en tout Avec cas. plaisir. Toutes les lumières sont les bienvenues. Euh, euh, Il y a, il y a des grands sujets sur lesquels moi j'aimerais bien qu'on puisse discuter, qui est notamment le sujet du changement. C'est un sujet aujourd'hui qui nous impacte tous à tous les niveaux. C'est qu'aujourd'hui, on, commence à ressentir un peu les effets d'un cycle qui arrive ou qui s'est déjà opéré. On le saura dans les mois et semaines ou les années à venir. Cependant, aujourd'hui, c'est plus qu'un constat qu'un ressenti, c'est que tout le monde sent qu'il y a un changement qui s'opère. Ça se ressent dans les entreprises, ça se ressent dans l'écosystème, ça se ressent un peu partout. Tous les indicateurs sont c'est un peu le bazar, quoi. C'est l'anarchie. Toi, j'aimerais bien avoir ton ressenti ou ton avis par rapport à la notion du changement. Comment, en fait, ce changement-là aujourd'hui, toi, tu l'appréhendes et surtout, qu'est-ce que tu peux déjà offrir comme réflexion, comme solution, on va dire, biomimétique, sur lesquelles, en tout cas, toi, tu dis, bah, je vous oriente plutôt vers ça, ou voilà, en fait, c'est juste du bon sens parce qu'il faut qu'on réponde à une mécanique qui est comme ça. C'est juste avoir ton avis, il y a pas de mauvaise Ouais, réponse. c'est pas un examen. Non, non, je sais bien, c'est pas. Non, le seul véritable examen, c'est la vie, de toute façon. Ouais, Euh, ouais. euh, Moi, je pense que les gens sont très souvent bloqués parce qu'ils ont peur du changement, alors que le changement peut être aussi abordé de manière tout à fait positive. Euh, Force est de constater qu'on est en train d'un petit peu d'aller dans le mur. Les gens sont stressés, les gens sont méfiants, les gens sont un petit peu en désespoir, certains, surtout les jeunes, quand on voit la planète qu'on va leur laisser. Euh, et ça tétanise les gens, ça les met dans une espèce d'attente et dans une espèce de panique, un petit peu comme dans la nature. Il y a plusieurs solutions quand on a peur. Hein, soit on attaque, soit on fuit, soit on se tétanise et on fait le mort. Alors les gens souvent se tétanisent, font le mort. Je pense que la grande majorité des gens. Ceux qui fuient, il y en a pas mal aussi, qui nient, qui nient on est devant un problème, et ceux qui attaquent, ben, c'est ceux qui nient encore plus et qui disent que de toute façon, il n'y a que le progrès qui pourra nous sortir de notre ornière. Si on se recentre sur les forces que nous avons, nous sommes l'espèce la plus collaborative au monde. Il y a des personnes qui réfléchissent bien, il y a des gens qui sont prêts à entrer en action. La majorité des gens seraient prêts si on leur donne une feuille de route. C'est un petit peu difficile pour l'instant de voir où va la feuille de route, Ouais. ce qui veut dire que si chacun d'entre nous faisait une introspection et disait, voilà, ce sont les qualités que j'ai, mes valeurs fortes, lesquelles je veux porter vers l'avenir, lesquelles j'aimerais que mes pairs autour de moi portent aussi. On sent qu'il y a une petite ébullition quand même juste sous la surface et que les gens commencent à avoir des initiatives très positives à tous les niveaux, qu'ils soient aussi petits qu'ils soient, de manière associative, dans les entreprises. Il y a des mouvements au niveau mondial qui essayent de fédérer toutes ces personnes qui sont positives pour le futur dans une démarche raisonnée et sur les forces de chacun plutôt que les forces contre chacun, et de mettre une communalité d'intention et une communalité dans le résultat cherché qui est de perpétuer la vie, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. J'aimerais aussi juste encore dire, et peut-être Bien sûr. que des fois c'est un choc pour les gens, on n'est pas en train de sauver la planète, on se sauve nous, hein. Ouais. Nous les humains. La planète, elle ira très bien, elle changera d'écosystème, c'est pour nous que ça va être compliqué. Donc nous Ça sommes les fait. premières victimes et les victimes ultimes. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'aller de l'avant en mettant ensemble les forces que chacun a. Et chacun peut faire quelque chose. Et à tous les niveaux, chacun et chaque organisation, chaque État doit faire sa part. Un petit peu comme dans la légende du colibri. Hein. Ouais, ce que Chacun j'allais te fait dire, sa part. ça. Si chacun fait Et, sa part, on s'en sortira mieux et le renforcement positif de voir que d'autres font aussi,
c'est quelque chose qui donne de l'espoir et du courage. Et on est bientôt tout plein à vouloir faire bien. Donc, Ouais, les rejoignez-nous. communautés s'agrandissent. Ouais. Je te rejoins sur le fait d'abord se faire confiance. De toute façon, on peut coopérer, chacun peut amener sa compétence complémentaire. Pour preuve, qu'on échange entre personnes motivées autour de l'outil, souvent on finit très rapidement par trouver une coopération sans qu'il y ait d'animosité telle qu'on pourrait la retrouver dans un écosystème, on va dire, classique. Tout pour la seule raison, c'est que chacun a des compétences et qu'on les met à contribution pour un intérêt commun. Donc je te remercie pour avoir recentré l'échange autour de la confiance en soi. Je pense que les gens peuvent aussi, aussi peut-être, alors ça je donne du coup mon avis, être un peu plus curieux aussi. Et oser, S'autoriser aussi, voilà, être oser. curieux et comme tu dis, oser. C'est comme ça qu'en fait qu'on finit par apprendre et qu'on finit aussi par. Il y a une notion que j'aime beaucoup moi, qui est la sérendipité, c'est que Mhm. à force d'échanger avec des gens, on finit par obtenir aussi, ou en tout cas mélanger les choses, on peut obtenir quelque chose aussi, sans qu'on les planifie en fait. Et donc du coup, toutes ces notions-là, c'est vrai qu'on les a un tout petit peu oubliées. Et du coup, c'est pour ça aussi que ces échanges sont faits pour aussi pour qu'on puisse le rappeler. Euh, Juste encore toi, une chose qui me euh, semble importante. vas-y, Michaela, vas-y, déjà pour les choses importantes. J'aimerais aussi que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour Ah, bien faire. merci pour Vous cette êtes, précision. non, mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter de voyager en avion, de ne plus manger de viande, de plus utiliser de cuir, de laisser votre voiture à la maison pour commencer à faire quelque chose. N'importe quoi que vous fassiez, c'est déjà un pas. Faites le premier pas et puis la suite viendra. La perfection n'existe pas, même dans la nature et surtout dans la nature. Et commencer quelque chose, commencer quelque part. Le premier pas, c'est le plus difficile. Et après, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de solutions. Donc, pas besoin d'être parfait tout de suite. Merci beaucoup. Et effectivement, je te rejoins. Des fois, on se lance des défis c'est totalement irréalisable, mais on est rempli de biais qui nous font croire qu'on va y arriver et on abandonne parce que c'est trop ambitieux. Juste être totalement humble par rapport à ce qu'on peut faire. On en parlait tout à l'heure, moi j'ai été président d'assaut quand je suis arrivé à La Réunion et je voulais changer le monde. Et très rapidement, je me retrouve aujourd'hui à me dire, je vais déjà changer ma vie, changer ma famille, et mon entourage, les gens que j'apprécie. Si j'arrive déjà à faire ça, bah, j'aurais déjà gagné une bonne partie de la bataille, quoi. Et ça me soulage en tout cas de ne pas avoir la pression de vouloir changer le monde, alors que déjà je ne peux pas le changer. Mais on peut en tout cas chacun participer à son niveau. Donc je te remercie beaucoup d'avoir assisté sur ce deuxième point. Euh, J'aimerais bien qu'on rentre un peu dans les petits papiers de toi avec les communautés dans lesquelles tu interviens. Euh, je sais que tes workshops fonctionnent bien, ce que tu me disais, tu étais satisfaite de ce que ça a apporté, la façon, la mécanique que tu utilisais fonctionnait bien. Est-ce qu'aujourd'hui, juste pour rassurer, c'est pas rassurer les gens parce qu'en fait, tu es quelqu'un de professionnel qui travaille avec des entreprises professionnelles et vous êtes dans un environnement professionnel. Donc, il n'y a pas. Souvent, j'ai peur que les gens, en fait, pensent qu'on fait partie d'une communauté un peu écolo et qu'on est dans la nature avec nos fleurs, alors que pas du tout. On est là avant tout pour faire avancer, certes, un écosystème qui est épuisé, mais on utilise des méthodes et on discute avec des gens qui sont animés par la même envie, c'est de faire avancer les choses, même d'un point de vue business. Hein. Moi, j'ai changé dessus. On a des gens qui veulent se développer leur activité avant tout, avant même de penser à la nature. Toi, aujourd'hui, ton regard par rapport au feedback que tu reçois, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te marque ou qu'est-ce qui te donne confiance dans ce que tu mets en place et que tu reçois, te dire, bon, ok, on est sur la bonne voie là. Alors, je crois que la chose la plus étonnante chaque fois pour moi, c'est que les gens, au départ, ils sont un petit peu réticents. Ils disent, comme tu dis, un peu les babas cool qui vont embrasser des arbres. Alors, c'est parfait, hein, c'est très très bien d'aller Ouais. embrasser les arbres, mais ça résout pas le problème de la fin dans le monde, on est d'accord. Ça Mais, gratte un peu aussi. mais quelque part,
une fois passé cette première réticence en disant ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on s'approche de la nature sait, etc. À partir du moment où les gens l'ont pratiqué, et moi je suis une grande avocate de l'apprentissage par la pratique. C'est pour ça qu'on privilégie les workshops. Les gens, on les met directement dans le bain et puis ils appliquent tout de suite la méthode à eux-mêmes ou à leur challenge. Et quand ils se rendent compte qu'en fait, il y a une réponse positive pour eux, immédiatement, il y a un brainstorming. La nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. On serait un petit peu imbécile de s'en priver. Et qu'il y a des solutions qui sont quasiment prêtes pour énormément de challenges. Alors, des fois, il faut combiner plusieurs solutions qu'on trouve dans la nature pour arriver à une solution qui soit optimale. C'est assez merveilleux de voir les gens se dire « Ah, mais c'est bien sûr ». En fait, les gens, tout d'un coup, c'est « Mais c'est bien sûr, c'est comme ça que ça marche ». Et comme la nature est économe en énergie et en ressources, ça s'aligne tout à fait avec le business qui veut être économe en énergie et en ressources et être performant, optimisé. Donc, il n'y a pas de mauvais alignement entre les objectifs d'une entreprise qui voudrait être pérenne, même en fabriquant des produits, de par la collaboration, de par l'ancrage aussi territorial d'une entreprise. Ça permet des synergies incroyables et des économies d'énergie, d'argent, de temps, de recycler les idées des uns des autres, le déchet des uns et la matière première des autres. C'est incroyable d'ailleurs qu'on soit aussi cloisonné. Et dès qu'on décloisonne, ça semble une évidence. Et c'est ça qui est extrêmement gratifiant quand je sors d'un workshop comme il y a 2 jours. Les gens ils disent là, oh, j'aurais jamais pensé qu'on arrive à un résultat tel en 3 heures. On n'avait pas regardé ça comme ça. Et tout d'un coup, ça donne des pistes qui sont tout à fait praticables. Après, il faut travailler dessus. Ces workshops s'entendent comme des démarrages quelque part, de lancer les gens sur la bonne piste. Et après, il faut travailler. C'est comme tout, il faut travailler à la solution, il faut raffiner, il faut évaluer les potentiels, l'énergie que ça nous prend. Mais les premières pistes arrivent très très vite. Et c'est très encourageant d'avoir des pistes rapides, parce que les gens ont l'impression qu'ils ont fait le bon choix. Et après, le travail, on est là pour ça, pour accompagner les gens dans le travail qui ensuite, dans la deuxième phase, pour concrétiser la solution et trouver comment peut-être mieux collaborer avec quelqu'un qu'on pensait être un concurrent, ou avec l'État, ou avec les pouvoirs publics. De temps en temps, il y a des partenariats qui sont un petit peu surprenants au départ. Et aussi, ça c'est une autre chose, c'est quand on demande aux gens, souvent on a une solution. Quand on demande de l'aide, on a des solutions qui se font jour, alors que souvent on n'ose juste pas demander. Demandez à votre voisin de savoir si vous pouvez mutualiser vos déchets. À mon avis, 80% du temps, ça va marcher et puis tout le monde fait des économies. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on garde chacun son parking, chacun sa chasse gardée. Peut-être qu'en utilisant les mêmes je sais pas, les mêmes locaux à différents moments, on pourrait épargner beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et des surfaces. Qu'on pourrait rendre à la nature. Bon, on va organiser des workshops à La Réunion. Il y a plein de chefs d'entreprise qui auraient besoin de ça, à mon avis, en local. J'aime bien dans l'échange que j'ai avec les personnes avec qui je fais les interviews, qu'elles puissent offrir ce que j'appelle moi un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? C'est ce soit une inspiration, un livre, un film, une pensée ou un conseil, quelque chose en fait que tu vois, qui fait sens pour toi, que tu pourrais offrir aux personnes qui écoutent cet échange. Il n'y a pas spécialement en lien avec la nature, mais quelque chose qui fait sens pour toi, que tu dis, tiens, ça pourrait être intéressant que les gens se l'approprient. Je penche dessus. Alors, 2 choses me viennent à l'idée assez vite. L'un, c'est ça. Que j'ai toujours à portée de main, d'ailleurs. C'est cette philosophie-là.
Fritjof Capra, un grand physicien devenu bientôt mystique, il a plus de 90 ans maintenant. Son ambition, c'était il a commencé par écrire un livre dans les années 60 qui s'appelait Le Tao de la physique, où il rassemblait des idées philosophiques orientales avec la physique, et il trouvait beaucoup de parallèles. Donc, quelque part, les briques de la nature, la physique, c'est les briques de la nature, et les processus de la nature au niveau le plus petit et le plus grand rejoignent une philosophie du lien. Et il est arrivé maintenant à son grand âge à une philosophie qui est que tous les systèmes vivants fonctionnent de la même manière. Et il n'y a que 4 ou 5 axiomes et tout suit cela. Donc, allez googler Fritjof Capra et suivez un de ces TED Talks de 20 minutes. Vous allez voir, vous ne verrez plus la vie de la même manière. Et autre chose, c'est où que vous soyez, trouvez des contes et légendes de votre région. En général, elles ont trait à la nature. Ça vous permettra de découvrir le lien que les communautés de votre région ont eu ou pourraient de nouveau avoir avec la nature. Et les histoires que l'on raconte au sujet du lien de l'homme à la nature sont très très souvent encapsulées dans ces histoires qui étaient souvent de tradition orale, mais on trouve beaucoup de transcriptions maintenant. Et ça vous permet aussi de peut-être vous inspirer des traditions locales pour faire comme à l'époque peut-être. Low-tech, facile, durable et ancré dans son terroir. Je te remercie beaucoup pour ces cadeaux. Donc, je mettrai alors, la deuxième, c'est chacun devra Et chacun dans son écosystème. Ouais. devra aller chercher par soi-même. La première référence, je mettrai le lien, ou si je trouve un TED, je le mettrai aussi dans le lien. Je te remercie. Le premier, je ne connaissais pas. Pourtant, je suis un grand lecteur, mais du coup, moi, ça devrait beaucoup te plaire. Ouais, je pense que je me sens encore me perdre pendant pas mal de temps autour de là, il y en a pour quelques années, si tu veux aller au fond des choses. Mais je te remercie, Michaela. Je te remercie. On va arriver à la fin de cet échange. Bien évidemment, moi, j'invite toutes les personnes qui seraient intéressées d'échanger avec toi, de rentrer en contact avec toi directement via LinkedIn. Voilà, moi, c'est comme ça qu'on a démarré nos premiers échanges. Et puis après, vous échangerez comme vous voulez ensemble. Pour moi, il n'y a pas de barrière dans les frontières. Encore plus, en fait, nous, ça fait déjà quelques mois qu'on échange avec Michaela, malgré le fait qu'on soit à des kilomètres, séparés à des kilomètres. Est-ce qu'il y a une actualité que tu voudrais nous donner avant qu'on clôture cet échange Alors, tout prochainement, on va mettre en ligne le workshop des solutions inspirées par la nature du mois de novembre, le 26. Ça sera en anglais, mais vous êtes tous invités à vous inscrire et on va l'enregistrer. Si vous ne pouvez pas y participer, il sera disponible après. Comme ça, vous en saurez plus sur comment on apprend en faisant à s'inspirer de la nature. Super. Écoute, avec grand plaisir, on diffusera tout ça. Écoute, Michael, encore merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi de m'avoir écouté une fois de plus. Non, c'est toujours inspirant, je te remercie. Et puis, non, ça alimente toujours nos échanges autour de quels sont les points communs qu'on a à un moment donné dans notre environnement professionnel. Et ça fait émerger aussi des idées, ça fait émerger des projets, des fois qui avancent pas. C'est la vie aussi de l'innovation. C'est qu'il y a une multitude de choses qui sortent, mais peut-être que quelques-unes qui vont réussir à atterrir et à se développer, mais c'est comme ça. Il faut accepter aussi que chaque projet a sa route, et ça dépend aussi de l'engagement et l'intention qu'on lui donne dans son développement. J'espère que tu as passé un bon moment, Michaela. C'était très sympa. En tout cas, je voulais remercier. Du coup, c'était un format un peu différent d'habitude, mais je trouve intéressant aussi de mettre en avant les gens qui sont inspirés et qui font bouger les choses d'une certaine façon. Donc voilà. Vous aurez d'autres personnages qui viendront animer d'autres formats dans quelques temps. Donc encore un grand merci, Mika. Je souhaite à tous les auditeurs une excellente fin de journée, ou une début d'après-midi, une début de journée. Enfin bref.
au moment où vous serez en train d'écouter ce podcast, passez un bon moment. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. J'espère que cette conversation vous a autant inspiré que moi. Les enseignements de la nature sont infinis et ils peuvent transformer notre vision du travail, des relations et de la vie elle-même. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous. Parlez-en à vos amis, collègues et à tous ceux qui pourraient bénéficier de ces idées et de ces inspirations. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés des prochains épisodes et pour rejoindre notre communauté grandissante de passionnés de bio-inspiration. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, où nous partagerons régulièrement des contenus exclusifs, des extraits inspirants et bien plus encore. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à vous inspirer de la nature et à explorer de nouvelles perspectives pour un avenir plus harmonieux et durable. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.